On a tous déjà entendu des histoires qui semblent trop folles pour être vraies, n'est-ce pas? Des trucs qu'on se dit, ça sort tout droit d'un film. Eh bien aujourd'hui, on va justement plonger dans des affaires criminelles bien réelles, mais dont les rebondissements sont tellement dingues qu'ils dépassent l'imagination. On connaît tous le dicton « la réalité dépasse la fiction ». Et franchement, avec les cas qu'on va voir, cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Parce que des fois, la vérité, elle est non seulement plus étrange, mais aussi beaucoup plus dérangeante que ce qu'un scénariste oserait écrire. Et c'est là toute la question, en fait. Quand on est face à une histoire pareille, comment on fait la différence entre la réalité et un mensonge super bien ficelé? Croyez-moi, les affaires qui suivent vont vraiment nous mettre au défi. Allez, on y va. La réalité plus étrange que la fiction. 3 affaires qui défient l'entendement. On va décortiquer ensemble 3 mystères bien réels et je vous préviens, chaque histoire a des révélations tellement folles qu'on a du mal à y croire. On commence avec la première, la fille sans passé, l'affaire Sharon Marshall. Notre histoire débute avec une jeune femme qui, en apparence, a tout pour réussir. Son avenir semble absolument parfait. Alors, qui était cette Sharon Marshall? Eh bien, imaginez un peu le tableau. Elle est lieutenant-colonel dans le ROTC, le corps des officiers de réserve. Elle vient de décrocher une bourse complète pour Georgia Tech, rien que ça. Son rêve, travailler pour la NASA. Tout le monde la décrit comme super intelligente, gentille, bref, la jeune femme parfaite promise à un avenir incroyable. Mais voilà, ce chemin tout tracé va prendre une tournure complètement inattendue. Juste après le lycée, en 1986, on apprend qu'elle était secrètement enceinte et qu'elle a fait adopter son bébé. Juste après, elle déménage en Floride avec un certain Franklin Delano Floyd. 2 ans plus tard, elle a un fils, Michael, avec un autre homme, mais c'est avec ce Frank qu'elle l'élève. Et puis, le drame. En 1990, à 20 ans à peine, on la retrouve morte dans ce qui ressemble à un accident de la route avec délit de fuite. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. À peine Sharon est-elle décédée que Frank, son compagnon, essaie de toucher une assurance vie de 80 000 $. Forcément, ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Ce type semblait plus intéressé par l'argent que par le deuil. Alors ils ont commencé à creuser. Et là, premier gros rebondissement, en se penchant sur ce Franklin Delano Floyd, les enquêteurs découvrent que ce type n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Il a des tonnes de faux noms et surtout un passé criminel long comme le bras. Enlèvement, agression, vol de banque, ça remonte jusqu'en 1962. Le type est en fait un fugitif recherché depuis des années. Et l'horreur ne s'arrête pas là, au contraire. Une fois son identité révélée, Frank sent le vent tourner. Il enlève Michael, le fils de Sharon, qui n'a que 2 ans et qui avait été placé en famille d'accueil, et il disparaît dans la nature. Quand la police finit par l'arrêter, il l'interroge évidemment sur le petit Michael, et sa réponse, elle fait froid dans le dos. Il leur dit « Où il se trouve ne vous regarde pas, et je me fiche de savoir à quel point il vous manque ou si vous l'aimez en Oklahoma. » Une cruauté sans nom. Il ne dira jamais ce qu'il est advenu du petit garçon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tenez-vous bien, parce que la vérité qui va éclater dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dans les années 70, ce même Frank avait épousé une femme, Sandy Chipman. Pendant qu'elle était en prison, il a kidnappé ses 4 enfants. Il en a abandonné 3, mais il en a gardé une petite fille nommée Suzanne Sevarkis, et il l'a élevée comme si c'était la sienne. Et cette petite fille, c'était Sharon Marshall. Sharon Marshall n'a jamais existé. Il l'a enlevée, il l'a élevée sous un faux nom, l'a forcée à être sa femme et l'a probablement tuée. On change complètement de décor pour notre deuxième affaire, le secret maudit d'une famille, le meurtre de Grégory Villemain. Une histoire qui nous emmène en France et qui est sans doute l'une des énigmes criminelles les plus célèbres et les plus tragiques du pays. Tout commence par des appels et des lettres anonymes signés Le Corbeau. Un harceleur rempli de haine et de jalousie qui s'en prend une jeune famille. Et puis un jour, le Corbeau envoie cette lettre, juste après avoir mis ses menaces à exécution. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te ramènera ton fils. Voilà ma vengeance. » Le petit Grégory, 4 ans, vient d'être assassiné. Et ce qui rend cette affaire absolument terrible, c'est que l'enquête va se transformer en véritable poison. Les soupçons vont se porter sur la famille elle-même. La mère est suspectée, puis un cousin, puis des grands-oncles, des grandes-tantes. Le poison de la suspicion s'infiltre partout, déchirant la famille de l'intérieur, le tout sous le regard d'une presse déchaînée. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Jean-Marie, le père de Grégory, est persuadé que le coupable est son propre cousin. Consumé par le chagrin et la rage, il finit par se faire justice lui-même et il l'abat. Résultat, le père endeuillé se retrouve lui-même condamné pour meurtre. Un drame qui s'ajoute au drame. 36. Pendant 36 ans, cette affaire est restée un mystère complet. Une plaie ouverte pour la France. Mais en 2020, rebondissement. Une nouvelle technologie appelée la stylométrie, qui permet en gros d'analyser un style d'écriture comme une empreinte digitale, a permis de rouvrir le dossier. L'espoir de savoir enfin qui était le Corbeau.
Allez, on part pour notre troisième et dernière histoire. Le garçon qui est revenu, la disparition de Nicholas Barclay. Au départ, ça ressemble à une histoire de fugue assez classique. Un ado de 13 ans un peu difficile, Nicholas, qui disparaît un soir au Texas. Pendant 3 ans, plus rien. La famille n'a aucune nouvelle. Et puis, un jour, le coup de fil inespéré. Nicholas a été retrouvé, vivant. Mais pas au Texas, en Espagne, à des milliers de kilomètres. Son histoire, il aurait été enlevé et aurait réussi à s'échapper d'un réseau de prostitution. Sa sœur prend l'avion pour le retrouver. Mais là, quelque chose cloche, et pas qu'un peu. Le vrai Nicholas était blond aux yeux bleus. Le garçon qu'elle a en face d'elle a les cheveux bruns et les yeux marrons. Le vrai Nicholas était américain. Celui-ci parle avec un accent français très prononcé. Et pourtant, chose incroyable, la famille l'accepte. Il gobe son histoire selon laquelle ses ravisseurs auraient modifié chimiquement la couleur de ses yeux. La vérité, bien sûr, était tout autre. Ce n'était absolument pas Nicholas Barclay. C'était un certain Frédéric Bourdin, un Français de 23 ans. Un type surnommé le Caméléon, un pro de l'usurpation d'identité qui avait déjà plus de 500 fausses identités à son actif. Il avait juste vu un avis de recherche et s'était dit « Tiens, pourquoi pas ?» Et c'est là que l'affaire devient vraiment, vraiment glauque. Parce que Bourdin soit un imposteur, ok, c'est une chose. Mais la vraie question, la question qui dérange, c'est pourquoi ? Pourquoi une famille entière accepterait-elle de reconnaître un parfait inconnu comme étant leur propre enfant ? Eh bien, la théorie avancée, à la fois par les enquêteurs et par Bourdin lui-même, est absolument terrifiante. L'idée, c'est que la famille savait très bien que ce n'était pas Nicholas. Mais ils ont joué le jeu. Pourquoi ? Pour couvrir ce qui est vraiment arrivé au vrai Nicholas, le soir de sa disparition. En gros, son retour providentiel était l'alibi parfait pour cacher un meurtre. Voilà pour ces 3 histoires. Les conséquences sont troublantes et les questions qui restent sont nombreuses. Que ce soit la fille sans passé, la famille détruite par un secret ou le garçon remplacé, chacune de ces affaires nous laisse avec un sentiment de malaise et surtout beaucoup de questions sans réponse. Finalement, quand une histoire est à ce point incroyable, où est-ce que le mensonge s'arrête et où commence l'horrible vérité ? Le point commun entre toutes ces affaires, c'est de voir à quel point la vérité peut être manipulée, enterrée, réécrite. Et ça nous laisse avec une dernière question. Au fond, qu'est-ce qui fait le plus peur ? Le mensonge qu'on nous raconte ou la vérité qu'il est censé cacher ?